Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là pour notre 5 à 7, notre premier 5 à 7 Jason Patrimoine. Donc, probablement que d'autres personnes vont se joindre à nous petit à petit. Mon collègue Juliane, qui est avec moi, va pouvoir les admettre, mais merci d'être là. Donc, c'est effectivement le premier de notre série d'événements qui a lieu au mois de juillet et qui est présenté là, par le Bureau de la culture et des bibliothèques de la Ville de Longueuil. Donc, les 5 à 7 Jason Patrimoine, ce sont des activités qui visent à discuter et à présenter toutes les facettes du patrimoine, un patrimoine qui est complexe, pluriel, toujours actuel. Donc, aujourd'hui, on va parler de patrimoine vivant et de savoir-faire. La semaine prochaine, nous parlerons de patrimoine mobilier, donc d'objets, d'archives et d'œuvres d'art qui racontent l'histoire de Longueuil. Et la semaine suivante, nous aurons un atelier sur le patrimoine modeste, donc le cadre bâti modeste. Et le 29 juillet, nous irons à l'extérieur pour faire une visite guidée art et patrimoine. Donc, c'est un peu le programme de nos 5 à 7 pour le mois de juillet. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis Joëlle Perrondeau, conseillère en développement culturel à la Ville de Longueuil. Donc, très contente d'être avec vous. Sans plus attendre, je vous présente notre première intervenante pour ce soir, pour notre 5 à 7. Donc, je suis avec Lucie Gauthier. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, Joëlle. Merci beaucoup d'être avec nous pour notre premier 5 à 7. Donc, on brise la glace et on est très contente de vous avoir avec nous. Donc, également Jacques Demers, que je vais vous présenter plus amplement dans quelques minutes. Mais Lucie Gauthier, donc vous êtes coordonnatrice et directrice générale de Métiers Tradition, qui est un organisme, justement, pour lequel le patrimoine vivant, en fait, est au cœur de la mission, là, finalement. Donc, absolument. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la mission de votre organisme, s'il vous plaît? Alors, la mission de Métiers et Tradition, c'est ça, en fait, c'est de sauvegarder, promouvoir et transmettre les savoir-faire d'ici. Le patrimoine vivant, le patrimoine culturel immatériel, c'est la même chose, on s'entend. Puis le patrimoine vivant, on dit qu'il est vivant parce qu'il fait partie, il est lié au passé, au présent et au futur. À l'époque, là, on pourrait dire, si on veut, pour que les gens vraiment comprennent bien, à l'époque, on disait du folklore. Okay. Après ça, on a changé l'appellation. On a appelé ça art et tradition populaire. Et tout d'un coup, le mot patrimoine culturel immatériel est arrivé, patrimoine vivant, parce que justement, il fait partie de nous au quotidien. Le patrimoine, on le construit, on le vit, on le fait au quotidien. C'est pas poussiéreux, c'est pas ancien, c'est actuel, c'est présent. Fait que dans le fond, chez Métiers et Tradition, ce qu'on fait, c'est qu'on a rassemblé des artisans qui ont un savoir-faire, une technique exceptionnelle. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils préservent ce savoir-faire-là on le sauvegarde, on le préserve en le transmettant. Mm-hmm. Parce que dans le fond, il n'y a pas d'école, je peux pas faire un bac en l'UQAM en tonnellerie ou quoi que ce soit. Heureusement, il y a des écoles de métiers maintenant, textile, joaillerie, etc. Mm-hmm. Donc, j'ai besoin d'un maître qui va transmettre à l'élève son savoir-faire, sa technique. Donc, chez Métiers et Tradition, on rassemble des artisans comme ça, dans le fléché, dans les arts textiles, les différents types de broderie, et on enseigne au public ces techniques-là. Donc, c'est ça, la passation, l'enseignement est vraiment au cœur de votre mission, puis c'est ça qui fait que ça perdure et que c'est en effet vivant et actuel toujours. Absolument. Puisqu'on peut faire passer. Puis dans le fond, le patrimoine vivant, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, on dit vivant, c'est l'homme. Il y a un homme, il y a une femme, il y a une transmission, il y a l'oralité, il y a la mémoire du geste, la mémoire de la parole. C'est quand on transmet les savoir-faire, c'est par observation, imitation, et non justement, tu sais, le rapport avec un cours à l'école ou quoi que ce soit. C'est ça qui est important dans notre mission, nous. Puis comme on offre vraiment une grande panoplie de cours et d'ateliers, de formation ou des conférences, des démonstrations, tout ça, on est en mesure justement de préserver ces savoir-faire-là puis de les promouvoir au plus grand nombre de personnes possible. Et on a des gens extraordinaires comme Exactement. Jacques Demers. Merci beaucoup, Lucie, pour cette présentation. Donc, sans plus attendre, je vous présente un peu notre programme là, pour le 5 à 7 d'aujourd'hui.
Alors, juste parenthèse, ça se veut un événement interactif. Donc, je sais qu'on est encore sur Zoom. Heureusement, vous êtes protégés de la pluie. Vous pouvez vous servir un petit verre de vin, un petit café, une petite tisane. Donc, vous êtes confortablement chez vous. Mais on veut vraiment interagir avec vous le plus possible. Donc, tout au long de l'activité, n'hésitez pas à interagir, poser des questions, passer un commentaire. Donc, mon collègue Juliane est là pour même lire vos questions si vous voulez les écrire là, dans la section conversation, on pourra le faire. Donc, sans plus attendre, je vais inviter M. Jacques Demers à se joindre à moi. Donc, nous sommes très chanceux puisque Jacques a fait la route de Québec pour venir nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques, d'être avec nous. Donc, d'abord, on va commencer avec une question qui paraît simple, mais qui est bien complexe et bien intéressante. Donc, vous êtes rempailleur. Donc, qu'est-ce que ça fait un rempailleur de chaises? Bon, un rempailleur, le mot rempailleur est d'origine plus européenne qu'ici au Québec ou au Canada. Là. Alors, le mot vient de paille. Alors, on prend de la paille puis on refait un siège, par exemple, un siège d'une chaise ou un dossier. Mm-hmm. Alors, d'où vient le mot rempailleur? C'est la paille et on répare. Parfait. Et donc, ça fait combien de temps que vous pratiquez, que vous êtes rempailleur et quelle a été votre formation? OK. Effectivement, là, au niveau de la formation, il n'existe rien ici au Québec. Alors, bon, moi, j'ai dû m'exiler, si je peux dire, ou aller en Europe, entre autres. Et c'est là que j'ai appris le mot rempailleur en passant. Puis, bon, je suis allé là pour apprendre les différentes techniques de tressage qu'on retrouve dans le meuble. Parce que les meubles qu'on trouve à tressage, c'est surtout des meubles, parce qu'on a été colonisés, du côté français. Alors, on a beaucoup de meubles de style français et de style anglais par après. Et il y avait dans ces meubles-là du tressage. Alors, c'est pour ça que je suis allé là, pour apprendre justement les techniques de base. Alors, c'est comme ça que je suis allé chercher ma formation. Et ça fait combien d'années à peu près que vous faites ça? Ça fait 37 ans, c'est-à-dire 37 ans que actif et ça fait 4 ans que je suis à la retraite et que je continue. Donc, vous êtes chevronné. Puis, je pense que vous enseignez aussi, donc vous faites... Oui, c'est ça. Je fais de la formation, soit par ici, par un métier et tradition, entre autres, que j'aime dire. Je trouve que c'est un organisme essentiel aujourd'hui, là. Puis, chez moi aussi, là, je donne encore des formations à des gens qui sont intéressés, oui. Super. Donc, j'ai entendu paille. Donc, vous nous parliez de paille, donc de matériaux. Pouvez-vous nous en montrer un peu, nous parler un peu des matériaux? Oui, OK. Alors, ce que j'utilise là, comme matériel, là, qui est le plus souvent, j'ai ça ici, ce qu'on appelle du foin de mer. Alors, le foin de mer, c'est tout simplement une algue qui est roulée comme une corde. Alors, si je le déroule ici, je sais pas si ça va être possible de le voir, là. Alors, on voit que c'est tout simplement une fibre roulée, qui est une algue. Alors, si on la sent, ça sent le foin. Ça sent la mer, le foin. Le foin de mer, donc. Foin de mer. D'autres matériaux que j'utilise, la babiche. Je ne sais pas si je vais passer ici, la babiche qui est ici. Alors, différents tressages de babiche. La babiche, mais c'est de la peau animale. Alors, de la peau animale non traitée, ça veut dire qu'on a tout simplement enlevé le poil dessus. OK, alors. Puis, pour la travailler, il faut qu'elle soit trempée pour qu'elle devienne souple, parce que là, elle est très rigide. Là. Alors, quand elle est trempée, elle devient très souple, puis on peut faire les motifs de tressage qu'on a besoin. Dans les autres, j'ai ici ce qu'on appelle de l'écorce de rotin. L'écorce de rotin qui sert à faire ce genre de tressage-là ici. Je ne sais pas si celui-là a la bonne place, là, oui. Ou celui-là. Alors, c'est avec l'écorce, c'est-à-dire qu'on enlève sur le rotin et qu'on fait des fibres de différentes largeurs pour faire ce genre de motif-là ici. Après ça, on utilise aussi le rotin lui-même, alors comme la chaise ici à l'avant. Celle-ci, oui. Alors ça, c'est du rotin. Alors c'est une structure de bois montée avec du rotin. Vous avez des torons de papier, comme ici, qui est un toron de papier. Et l'orme, l'écorce d'orme, qui est la petite perceuse qui est là. OK. Voilà. Alors, c'est les différents matériaux que j'utilise. Donc, il y a vraiment différents matériaux. Par rapport à l'historique, puis aux origines un peu, ou à l'évolution de cette technique-là, ou de ce savoir-là au Québec, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur cette évolution?
Bon, ça vient de par nos colonisateurs, si vous voulez. Alors, eux sont arrivés avec leur technique, tout ça. Et ont utilisé aussi, bon, ici à l'époque, on utilisait beaucoup, on parle de la babiche. Là. De la babiche, c'était connu ici, c'est sûr. Mais les techniques de tressage se sont développées avec les années, avec l'arrivée des premiers colons. Alors, il y a eu, entre autres, les paniers utilitaires. On voulait parler de vannerie aussi. Là. Alors, oui. il y avait la vannerie locale qui était avec le harpe, entre autres, le fameux arbus rouge qu'on voit au printemps. Là. OK. Alors, le harpe rouge, qui est une fibre qui était tressée pour faire des paniers utilitaires. Alors, la vannerie s'est développée parallèlement à tout ça. Puis, bon, on a utilisé ces matières-là. Alors, l'évolution, c'est tout ça. C'est dans le fond, c'est à partir des premiers colonisateurs, les premiers colons. Puis les gens faisaient des choses utilitaires. Et c'est arrivé à mener avec les techniques de tressage de chaises, puis bon, ce qu'on connaît aujourd'hui. Là. Puis j'imagine aussi qu'à une certaine époque, un peu plus lointaine, on réparait beaucoup plus que maintenant. C'est-à-dire qu'on gardait les chaises longtemps. Puis vous me racontiez tantôt là, que la légende raconte bon, qu'on faisait faire une chaise là, pour chaque nouvelle personne, chaque nouvel enfant qui arrivait dans les grandes familles nombreuses. Là, donc... Oui, c'est ce qui explique un petit peu la hauteur. Il y avait différentes hauteurs de chaises. Ouais. Je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai, mais en tout cas, on l'entend. On entend ça souvent. Là, je me rappelle pas le début de la question. C'était... Non, ben c'est ça. C'était par rapport au changement des hauteurs, comme vous disiez. Là, ça suivait. Il y avait différents formats. On en a plusieurs formats ici, d'ailleurs. En avant, on a une toute petite chaise. Chaise d'enfant, oui. Oui, c'est ça, des chaises d'enfant. Et puis, non, c'est ça, je disais, en fait, on devait réparer, on réparait plus, on gardait plus longtemps, probablement, le mobilier. Moi, personnellement, je pense que non. Je pense qu'on a toujours conservé, il y a toujours eu des gens pour conserver, justement, le patrimoine, comme on disait tout à l'heure, d'où vient le mot vivant. Là. Oui. Alors, il a toujours été vivant. Alors, on a développé les techniques ou adapté les techniques avec les matières qu'on connaissait ou qu'on découvrait. Puis on a fait plein de choses. On peut parler, par exemple, de la petite berceuse qui est ici avec de l'écorce d'orme. Ouais. Alors, si on parle un petit peu de style, la chaise, ben c'était la fameuse chaise qu'on appelait la chaise qui servait pour les nourrices. Alors, la mère de famille nourrissait son bébé, tricotait, puis pour ça qu'elle était basse, on pouvait appuyer son pied. Juste se balancer puis tricoter en même temps. Alors, on l'appelle la tricoteuse ou la chaise de nourrice aussi. Là. Wow, okay. Mais bon, c'est des choses comme ça. Alors, on a une pièce comme celle-là ici, des années fin 1700, début 1800, alors qui est plus anglais ici un peu. Là. Oui. Après ça, vous avez... bon, ça aussi, c'est plus anglais comme style. Ça ici, ça c'est plus québécois. Ici, la Bellechasse, la chaise Bellechasse, qui est vraiment d'une région, là, près de Québec. Ici, vous avez la Tonnet, une chaise Tonnet, qui est d'origine européenne aussi, là, mais le bistrot, la petite chaise bistrot, là, alors c'est un des styles de la chaise bistrot. Super. Je pense qu'on va vous demander peut-être une petite démonstration. Est-ce que ça vous tente? Oui, je suis Vous allez voir à la maison, on a différentes caméras, donc vous allez bien voir la démonstration, vue de haut. Oui, vue de haut, oui. Alors ici, c'est, je ne sais pas si vous voyez, là, Voilà. je vais vous expliquer un petit peu, c'est la technique. Si je viens chercher ça ici... Alors, c'est un tressage en pointe, comme ça ici. Alors, si je monte un petit peu, vous allez mieux voir. Je pense qu'il y a un reflet, hein. C'est pas très beau à la caméra, là. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que c'est ce genre de tressage-là que j'avais commencé sur ma chaise ici. Alors, bon, ici, c'est simple, c'est un carré, mais une chaise, c'est souvent plus large en avant qu'en arrière. Alors, il faut faire une adaptation de notre tressage, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle des départs. Alors ici, j'ai 8 ou 10 départs que j'ai fait pour centrer mon tressage avec l'arrière ici. Alors, j'ai centré ici mon tressage par mes départs. Et maintenant, je peux commencer vraiment à tresser, à faire le tour. Alors, je fais présentement ce qu'on appelait le tressage en pointe. Alors, je ne sais pas si c'est visible, là.
Alors, le matériel que j'utilise présentement, c'est du foin de mer. Foin de mer, comme j'expliquais, c'est une algue qui est roulée comme une corde et qui sert justement pour faire ce genre de tressage. Bon, puis le foin de mer, on peut l'utiliser aussi pour d'autres techniques de tressage. Pas nécessairement le même, toujours le même, mais on peut l'utiliser pour différentes techniques de tressage. C'est un matériel que moi, je travaille humide, je dirais. Mm-hmm. Alors, voilà. Le geste du rempailleur ou du tresseur, là, on tire jusqu'à temps. Et après ça, on vient placer notre brin pour que nos coins soient bien ajustés. Ça peut prendre à peu près combien de temps faire une chaise comme ça? Bon, une chaise comme celle-là, moi, je vous dis, c'est 1h45 à 2h avec 30 ans d'expérience. OK. Ouais. Donc, quand on est débutant, c'est plutôt... Débutant, c'est un petit peu plus long. Ouais. Et bon... Aussi apprendre à bien placer ses coins. Le tressage en pointe, c'est la difficulté. C'est la seule d'ailleurs, ou presque. C'est bien placer ses coins à mesure qu'on travaille. Si on veut faire une pièce qui est belle. Mm-hmm. Alors, ce qui est comique ici, c'est que sur un carré, ben, on tourne en rond. Ce qui est important dans la pointe, c'est toujours garder la tension sur notre fil. Alors, c'est ce qui est le plus difficile pour un débutant, c'est ça, c'est de garder la tension. L'attention et l'attention. Ça veut dire qu'il faut être attentif pour garder l'attention parce que lorsqu'on tire notre brin, on a tendance à relâcher un peu. Alors, si on relâche, ben, ça va faire le jeu du domino. Ça veut dire que nos coins vont amollir, puis à mesure qu'on va avancer, ben, les brins vont se embarquer un par-dessus les autres. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça, quand je vous dis, il faut être attentif dans les deux sens. Puis il faut que ça soit solide, étant donné qu'effectivement, c'est magnifique, mais ça a aussi une utilité. Quelqu'un va s'asseoir sur la chaise, donc il faut que ça soit bien, bien construit. C'est ça. Alors, il y a effectivement deux choses, là. Alors, il y a l'esthétique, il y a la qualité, c'est ça, le confort, la qualité, puis l'esthétique aussi. Mm-hmm. Si c'est monté tout croche, on aimerait moins ça. Alors, bon, c'est une technique assez simple, quand même, pour quelqu'un qui commence. Puis, c'est pas... beaucoup de gens me demandent, est-ce que c'est dur pour les mains? Là, non. Non, c'est pas dur pour les mains. Si c'est dur, c'est parce que vous tirez trop fort pour rien. Alors, si vous faites le geste, comme on peut l'expliquer, là, c'est pas dur pour les mains. Je sais pas, à la maison, je vois que vos caméras sont fermées, mais vous pouvez quand même poser des questions si jamais vous avez des questions pendant la démonstration de Jacques. Si jamais vous avez une question là, qui vous apparaît, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez écrire dans la conversation ou carrément prendre la parole, là, activer votre micro. Ça va nous faire plaisir de prendre vos questions. Alors là, dans le fond, c'est une technique. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder sur les caméras, là, les différentes chaises qui sont ici, puis les cadres aussi que j'ai derrière moi. Alors, vous avez différentes techniques, vous avez différentes matières. Mm-hmm. Et la technique de tressage la plus compliquée, la plus longue, ce serait laquelle? Est-ce qu'il y en a une en particulier? Bon, OK. La plus compliquée ou la plus longue? Bon, ben les deux. Alors, moi, je dirais que pour moi, quand je l'enseigne, tout ça, ce que je remarque chez les gens, c'est la babiche qui est la plus compliquée. Le tressage en babiche, comme ici, c'est que quand on apprend à faire ce genre de tressage-là, faut tout apprendre en même temps. Ça veut dire qu'il faut tout savoir. Là, dire, bon, plier notre brin, tourner notre brin sur tel sens, aller dans telle direction, tout ça. Tandis que la moins compliquée, c'est celle qui semble peut-être la plus compliquée, c'est le canage. Le canage fait à la main. Le canage fait à la main, c'est très simple finalement parce que on fait une rangée à la fois. Okay. Alors, on le fait une fois, puis après ça, tous les autres brins, c'est toujours la même chose. Alors, le canage est plus compliqué, puis comme vous pouvez voir le cercle, entre autres, là, bon, c'est une autre difficulté dans le canage.
qui est monté justement en rond. Le canage est tressé en rond. Après ça, dans ceux où il y a du calcul, c'est les chevrons, les tressages à chevrons, comme la petite berçante en avant ici. OK, oui. Ou qu'est-ce que j'ai ici? Bon, vous avez ici derrière les cadres, le cadre en verre et le deuxième ici, là. Ouais. OK. Alors, ça, c'est du chevron, mais avec un motif un peu plus particulier, là. Mm-hmm. Alors ça serait le deuxième ou troisième difficulté. Puis les autres, ben, c'est comme lui ici, dans le fond, c'est ça. C'est prendre le temps de bien placer ses coins, toujours garder sa tension, même quand on parle. Puis qui sont les gens qui, généralement, assistent à vos formations, vos cours? Est-ce que ce sont, dans le fond, des gens qui se destinent à être des artisans ou c'est des gens qui... Oui, effectivement. J'ai des gens qui veulent en faire, justement... je dirais pas une carrière, là, mais au moins de donner un service. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de particuliers aussi qui sont intéressés à réparer leurs meubles puis de découvrir ces techniques-là. Comme probablement d'autres techniques là, aussi. Là. Alors, on a les gens qui m'appellent ou qui viennent me voir, c'est dans ce but-là. Oui, c'est ça. Puis dans votre pratique, donc vous réparez, vous restaurez, mais je pense qu'il y a un volet création aussi, donc des pièces plus actuelles aussi qui sont demandées. Oui, effectivement, il y a des tressages. On peut inventer des tressages, on peut en reproduire. Ceux que moi, j'ai reproduit depuis le début, c'est surtout les modèles traditionnels. Mais aujourd'hui, si on va un peu sur Internet, on en voit là, de toutes sortes de modèles maintenant. Mm-hmm. Alors, de tressage. J'ai oublié le début de la question, c'est parce que Non, je demandais, vous faites de la restauration, mais aussi ça peut être de la création. Durant ma carrière, moi, j'ai travaillé beaucoup avec, Monsieur Tout-le-Monde, qui avait des chaises à faire réparer. J'ai travaillé beaucoup avec des ébénistes, des collectionneurs, des musées, sur des pièces vraiment là, particulières sur lesquelles, j'ai eu à travailler. Mm-hmm. Alors, c'est pas mal ensemble. Alors, c'est pour ça que c'est un métier traditionnel, c'est un métier, mais qui est toujours actuel. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez que j'en fasse un bout sur celle-là? Oui, avec plaisir, oui. Alors ici, on a un canage. Canage fait à la main. Alors, qui semble être compliqué, mais si je peux l'expliquer, je ne sais pas si comme ça, à la caméra, vous voyez. Oui. Alors, le canage, dans le fond, c'est 6 rangs pour donner le motif, comme le dossier ici. Alors, il y a 6 rangs pour tourner. Alors, on fait d'abord le premier rang, c'est avant-arrière. Le deuxième rang, c'est gauche-droite ou droite-gauche. Le troisième rang, c'est une diagonale qui vient relier le premier et le deuxième rang ensemble, qui est une diagonale. Le quatrième rang, c'est le brin ici qu'on voit sur le dessus qui est flottant. Je ne sais pas si on le voit bouger, là, mais en tout cas, c'est le quatrième rang. Mm-hmm. Le cinquième rang, c'est celui qui vient doubler le deuxième. Et le sixième rang, c'est l'autre diagonale dans l'autre sens. Ce qui donne ce motif-là quand c'est terminé. Alors là, ici, je suis en train de faire un brin de... Excusez, il faut que je le mouille un peu. Un brin de 6e rang. OK. Alors, c'est sûr que là, la technique, comme vous pouvez voir, il s'agit de le faire 1 ou 2 fois, puis après ça, on sait où aller, là, d'un petit trou à l'autre, mais il y a quand même une façon de les passer, là. Qu'est-ce que vous diriez chez un rempailleur ou chez quelqu'un qui fait de la vannerie? Qu'est-ce qui est une qualité essentielle? Faut aimer restaurer ou aimer le meuble ancien, oui. Mm-hmm. Oui. Parce que, je veux dire, c'est pas tout de faire un tressage. Par exemple, moi, quelqu'un qui m'arrive avec un meuble ancien, puis il me dit, il est brisé, regarde la réparation à faire, puis moi, je regarde d'abord le meuble. Alors, c'est toujours le meuble. Le meuble me parle. C'est ça. Alors, je regarde le meuble.
Alors, j'essaie de trouver, bon, son époque. En trouvant son époque, ben là, je peux trouver son style. C'est le genre de matériel à mettre dessus et le tressage. Puis après ça, bon, d'abord, on répare le meuble. Après ça, on fait notre tressage. Mm-hmm. Justement, tout à l'heure, on est passé un peu rapidement sur cette chaise, mais je voudrais qu'on en reparle un petit peu. Donc, c'est un style particulier qui est Applewhite, c'est bien ça? Applewhite, oui, c'est ça. C'est un style de meuble, c'est anglais. C'est d'origine anglaise. Qui est intéressant, d'abord, c'est une berçonne, c'est une chaise berçonne ou berceuse, là, je sais pas comment dire. Ouais. La structure est en bois. Et le reste, c'est du rotin. Dans le fond, c'est une matière qu'on utilise aussi dans le tressage. Là. Alors, c'est du rotin qu'on a fait pour donner ce motif-là. Mais le confort aussi de cette pièce-là est excellent. Là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un beau design. Oui, c'est ça. Puis quand même, fin des années 1700, début 1800, oui, donc oui. ça perdure. Oui, ben, veut dire, dans le fond, nos meubles, si on s'en occupe, ça perdure. Là. C'est comme nous. On vieillit, mais... Il faut prendre soin de nous. Oui, tout à fait. Juste à côté, on a des petits paniers. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous parler un peu d'autres objets également. Okay. Donc, la vannerie, là, on a parlé, rampaillage. On a parlé de rempaillage. C'est ça. Alors, on travaillait avec, surtout dans le meuble. Il existe aussi à côté, parallèlement à ça, la vannerie, qui est le travail, surtout c'est le rotin ou différentes autres fibres aussi, parce qu'il y a d'autres fibres, là, comme vous pouvez voir là, ici, là, ça, c'est pas du rotin, c'est du raffia. OK. Ça, c'est du raffia. Et ça, c'est de l'osier. Mm-hmm. Alors, on a trois modèles là, différents. Puis, on a ici, mettons, qu'on va chercher ce panier-là, ici, qui est en rotin. Alors, la différence entre chaque... Ça, c'est comme une paille, en fait, le raffia, comme une paille. L'osier, ça ressemble beaucoup au rotin, mais l'osier, la différence, c'est un arbuste. Et l'intérieur de la fibre, là, que je peux pas vous montrer, par contre, est vide. C'est comme une moelle. Alors, lorsqu'elle sèche, là, la moelle, ça durcit, là, ça reste beaucoup plus rigide que le rotin. Le rotin, ça reste plus flexible. Pourquoi le rotin, lui? C'est que c'est l'intérieur de la tige de rotin, c'est poreux, très poreux. Alors, lorsqu'on le met dans l'eau pénètre, puis le rotin devient flexible. Alors là, on peut le confectionner la pièce qu'on veut. Tantôt, vous faisiez mention d'un arbuste rouge, je pense, qui venait d'ici. Ici, le hart rouge, oui. Le hart rouge, est-ce qu'il y a d'autres matériaux qu'on peut retrouver ici? Est-ce qu'on retrouve de l'osier, par exemple, au Québec? Oui, il y a des gens qui ont fait des expériences. Là, je peux pas vous en parler beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de recherches là-dessus, là, mais oui, il y a eu des gens qui ont fait des plantations d'osier ici au Québec maintenant. OK. C'est expérimental pour le moment. Non. Ça s'est avéré quelque chose de fonctionnel. Là. Les cultures ils devenaient quand même progresser assez pour pouvoir utiliser les fibres. Puis, oui. Super. Et puis, tantôt aussi, on disait que vous faisiez parfois des pièces de création. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler. Je pense que vous aviez eu une commande de faire des luminaires. Des abat-jours. Des abat-jours, oui, c'est ça. En rotin, oui, quand même avec une surdimensionnée, si on peut dire. Là. Alors, c'était des pièces de 3 pieds par 3 pieds ou près d'1 mètre par 1 mètre. Là. C'était suspendu. Alors, c'était une expérience, là, faire le gabarit, le modèle, puis tout ça, puis après ça, tresser, puis être capable de faire une pièce qui avait de l'allure. Là. Ouais, c'était une belle expérience. Ouais. Puis, pensez-vous que le métier de rempailleur, donc votre savoir-faire, la vannerie également, est-ce que ce sont des choses qui sont très connues au Québec, méconnues? Les gens sont curieux d'en apprendre davantage? Bon, effectivement. Connu ou méconnu, c'est connu. Je pense que c'est connu, le rotin, surtout le rotin. Bon, les gens, quand tu parles de rotin, connaissent le rotin. Mais moi, je pense que ces techniques-là vont perdurer comme moi je l'ai fait, puis que je l'enseigne maintenant. Là. Alors, c'est toujours actuel parce que, comme le bois, si vous voulez, le bois, on va toujours avoir du bois, des meubles en bois, ou même si on a eu des meubles en métal, en mélamine, on revient au bois. Là. Mm-hmm. Alors, le rotin, ces fibres-là aussi, ces styles de meubles-là aussi. Alors, puis les tressages aussi s'adaptent. Alors, moi, j'ai toujours fait ou presque des tressages traditionnels, mais de plus en plus, j'ai des demandes pour des tressages
un petit peu plus moderne, là, avec des couleurs puis des styles différents. Ouais. Ça se renouvelle, là, ça oui, ça se renouvelle. Ça perdure, mais ça se renouvelle en même temps. Oui, c'est ça. Puis, ça peut être quoi la différence entre, bien, certainement, il y en a une, là, notamment au niveau de la qualité, mais entre un objet qui aurait été fait par un artisan et quelque chose qui aurait été produit en série, par exemple? Est-ce que ça se voit à l'œil? Oui, ça se voit avec un peu un œil averti. Un peu un œil averti. Là. Vous avez un meuble comme ici, je ne sais pas si c'est possible de le voir, qui est même si je fais un tressage traditionnel, c'est un meuble moderne. Alors, par contre, le style, on a recopié un peu le style avec ce qu'on appelle le modèle capucine, là, et le côté arrondi du meuble européen un peu. Alors, c'est des... on dit ça, donc des mélanges de styles, là. Alors, bon, vous avez, par exemple, ici, un style plus moderne, très moderne, là. C'est-à-dire, c'est très simple, c'est carré, c'est... Oui. Ouais. Alors, ça aussi, c'est beaucoup plus moderne. Si je parle ici, en avant, là, vous avez ça qui est une reproduction d'un meuble ancien. C'est des meubles qui se sont, ce qu'on appelle les belles chasses. J'ai oublié. Bon, les belles chasses, alors ça se faisait fin 1800, début 1900. Ce meuble-là a été inventé par un type qui demeure à Bellechasse, près de Québec. OK. Ouais. Super. Je sais pas, à la maison, là, avez-vous des questions? Puis sinon, j'aurais envie de vous lancer la question. Est-ce que vous avez de telles chaises dans votre maison? Avez-vous déjà fait affaire avec un rempailleur? Avez-vous des questions pour Jacques? Donc, vos caméras sont fermées, je vous vois pas, mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à écrire dans la conversation. Je crois que Julie a une question. Ouais. Non, j'ai pas de question. C'est juste, moi, je me demandais si ça prenait beaucoup de force pour faire ça. Moi, je suis accessoiriste pour le théâtre. Je suis inscrite à votre atelier le 31 octobre. Là. Puis, il y avait déjà quelqu'un qui m'a dit ça prend beaucoup de force pour faire ça. Fait que c'est un peu, mais pas nécessairement. Non, je l'expliquais d'ailleurs tout à l'heure. Là, effectivement, non, ça ne demande pas de force ni de grande tension. Là. Voyez-vous, moi, j'ai toujours fait du piano, toujours fait de la musique, puis regardez, j'en fais encore. Ça fait 37 ans. J'ai fait le métier pendant 37 ans. Alors, ça ne demande pas une force physique du tout. Ah, OK, parfait, tant mieux. La concentration. Ça va me servir beaucoup parce que je travaille avec beaucoup d'accessoires d'époque. Tu sais, souvent, quand je fais des shows d'époque, j'ai besoin de retaper des chaises, mais quand tu cherches des chaises, c'est souvent justement l'assise qui est brisée. Qui est brisée, là, mais fait que... Enfin. Alors, ça va me faire plaisir le 31 de vous rencontrer. Oui, merci. À bientôt. Bientôt. Merci beaucoup, Julie. Merci d'être là. Est-ce qu'il y avait, je pense qu'il y avait une autre personne, Marie, je pense. Aviez-vous une question? Ça serait une question, comment je pourrais dire ça? Une question pour le travailleur, une question pour l'artisan. C'est une dame qui demande, elle aurait une chaise qui aurait besoin d'amour et elle demande si elle peut faire appel à vos services, en fait. Envoyer une photo et connaître votre opinion. Okay. Oui, alors si vous voulez, par courriel, là, vous pouvez l'envoyer par courriel, oui. Je ne sais pas si vous pouvez l'indiquer. Ou appeler au métier tradition, communiquer avec métier tradition, puis le suivi va se faire facilement. C'est bon. Merci, Pauline. Donc, on comprend que vous avez une belle mais vieille chaise à la maison. Donc, ça répond un peu à ma question aussi. Moi, j'ai une dernière question aussi. Je me demandais, là, j'ai cherché déjà, vous dites que vous faites un peu de la couleur, mais est-ce que, là, j'ai cherché un peu, mais ça s'achète pas. Ça s'achète en Europe, mettons, du foin de mer teint. Il faut le teindre soi-même. Comment vous faites? C'est naturel. Le foin de mer, c'est sa couleur naturelle, ça, ici, là. Ouais. Alors, on fait pour le teindre, oui, ben moi j'ai fait des expériences avec du Tintex. Je ne sais pas si vous connaissez le Tintex. Oui, pour les tissus. Oui, pour les tissus. Alors, j'ai réussi à faire des choses assez spéciales avec du Tintex, oui. Puis dans les couleurs. Tient, là. Pardon? Ça tient, ça se retrouve pas sur nos fesses là, une fois qu'on s'assoit dessus.
Le Tintex, c'est ça. Faut bien appliquer la technique, là, l'eau froide après, puis bon, effectivement. Si vous craignez, mettons, là, effectivement, que la couleur, puisse déteindre, comme on dit, là, vous pouvez toujours mettre une cire. Moi, j'ai déjà fait ça aussi, rajouter une cire, moi. Mais à date, là, les expériences que j'ai faites, j'ai pas eu de problème. Il n'y a pas eu de transfert de couleur. Là. Ah, super. On des tests. Merci. Merci d'être là, Julie, avec la famille. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. C'est super sympathique. J'ai peut-être posé une question tantôt que vous aviez déjà répondu, mais Non, merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup pour vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on poursuive de la part d'autres participants? En tout cas, n'hésitez pas. Juliane a mis le courriel là, de Métiers et Traditions, donc qui pourront faire le lien avec M. Demers. Donc, vos services sont en demande. Déjà, non, pas de problème. Alors, vous donnez de l'information aussi, ça fait partie de mon travail. C'est ça. Je me demandais, petite question un peu anecdotique, mais votre tressage préféré visuellement, là, vous personnellement, qu'est-ce que vous aimez? OK. Oui, je m'étais jamais arrêté à ça, mais suite à la question, oui. Le chevron. Alors, le chevron, je vais vous le montrer. Attendez-moi un petit peu, je vais approcher des choses. Le chevron, parce que on peut s'amuser. On peut s'amuser avec le tressage en chevron. Alors, je vais faire un petit... juste peut-être même les garder, les mettre en arrière, ça va les supporter nos... oui, OK. Un peu. Alors, comme ça. Comme ça. Si on le met là. Alors, ici, au centre, c'est le chevron traditionnel, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Alors, le chevron, c'est tout simplement, c'est le fléché, si on peut dire, là, le motif fléché, là, dans la pointe. Alors ici, c'est un chevron simple. Ça veut dire qu'on s'en va toujours dans la même direction. Alors, si vous savez compter jusqu'à 3, il n'y a pas de problème, vous êtes capable de le faire. C'est facile. Bon, ici, ça se complique un peu. Alors, celui-là ici, lui, en fond, c'est une forme de losange. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, là, s'il n'y a pas trop de reflets. Alors, c'est une forme de losange. Puis, ça vient se terminer au centre ici. Mais on commence, dans le fond, il y a toujours le principe du tressage, c'est toujours la même chose. On fait une trame de base, puis après ça, dans l'autre direction, bien, on vient faire notre motif. Là, il faut compter vraiment jusqu'à 3. Mais il faut être capable de dire, là, je suis à 3, là, je suis à 4, là, je suis à 5. Alors, puis, dans le fond, on fait une espèce de motif inversé. Quand on arrive au centre, on le fait inverser, tout simplement. Alors, c'est très fascinant parce que avec le même chevron, on peut faire un motif. Alors ici, si je fais changer ça comme ça ici, amener celui-là côte à côte. Celui-là, dans le fond, c'est l'inverse de celui-là. C'est que si, au lieu de faire un losange comme ça ici, bien ici, je le fais, au lieu de m'en aller comme ça, je m'en vais vers le centre comme ça ici. Alors, même chose. Alors, rendu au centre, bien là, je repars sur l'autre centre. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais on peut s'amuser. Ça, c'est 3 motifs différents, mais on peut en faire... j'aurais même ici, on est un peu à l'arrière. Ah, wow! À l'arrière. Ici, une autre, je vais vous le présenter comme ça. Tiens. C'est encore un chevron, simple, mais plus allongé. C'est-à-dire que si j'ai compté, je vous dirais 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5 brins. Alors, le chevron est très, très fascinant. On peut s'amuser. C'est versatile. C'est plus rapide aussi, non? C'est plus rapide. C'est plus rapide comme technique. Ben, par rapport aux autres tressages. Oui, parce que la matière est plus large ou non? Comme on compte, c'est plus long. Ben, je vous dirais qu'ici, ici, il y a du calcul à faire. Ici aussi, là, le chevron régulier, il y a du calcul à faire. Dans le temps, ça s'équivaut, je vous dirais, là. Okay. Ça s'équivaut. Alors, moi, je vous dirais, là, une personne habituée, une grandeur comme ça, ici, à peu près 16 pouces par 16 pouces, là, c'est environ 2 heures. Mettons, je mettrais un maximum de 2 heures. C'est sûr que ceux-là ici, où il y a un peu plus de calcul à faire, ben, faut être très concentré, là, puis faut le faire en 2 heures. J'aurais une dame qui aimerait... Oui. Madame Pauline Coderre-Tremblay, qui aimerait savoir, est-ce que vous aimez, en fait, relever des défis par rapport sur les meubles anciens? Ou moi, je vais relancer la question aussi avec qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à apprendre et où
quelle méthode est pour vous la plus compliquée à faire, même après 30 ans d'expérience? OK. Au niveau des techniques de tressage, OK. La plus difficile, ça reste toujours la babiche. La babiche, pour moi, je trouve toujours que c'est celle qui est le plus difficile parce que faut tout apprendre, faut tout savoir quasiment à mesure qu'on avance. Alors, c'est la technique qui me semble plus difficile. Puis l'autre question, c'était... Par rapport aux meubles. Par rapport à des défis. Des défis dans les meubles. Déjà eu une pièce qui est impliquée pour vous. Ouais, ça, quand on vous apporte quelque chose, puis que ça a l'air compliqué de prime abord, mais vous êtes... Au niveau des tressages traditionnels, c'est pas mal tous ceux-là. Alors, je les connais tous, ou presque. C'est plus les nouveaux. Les nouveaux tressages, faut que je m'adapte, là. Faut que je parte parce que dans le fond, les nouveaux tressages partent toujours de ces tressages-là. Là. On part de ces mêmes techniques-là, mais on rajoute des choses. Alors, il y a d'autres difficultés. Alors, il faut prendre le temps de voir ce qui se passe, là. Ouais. Mais non, ça s'apprend. Ça s'apprend. Vous aimez relever les défis. Oui, c'est ça. Relever des défis pour faire d'autres choses différentes, oui. Oui, j'ai justement présentement un contrat là, à faire. Là, oui. Et puis, sinon, est-ce que, j'avais la même question que la personne, est-ce que c'est facile de s'approvisionner, trouver la matière nécessaire pour le travail? C'est un petit peu plus facile aujourd'hui avec Internet, oui, d'une part, mais ici au Québec maintenant, vous avez deux commerces là, qui en vendent, à Montréal entre autres, là. Okay. Langevin-Forêt puis Libali. Alors c'est deux commerces où vous pouvez trouver peut-être pas tous les matériaux, mais la majorité. OK. Puis sinon... je pense qu'il y a d'autres questions. Oui, sinon, l'autre question, c'est quand on tresse des paniers, ça s'appelle bien de la vannerie, faire de la vannerie? Les paniers, oui, parce qu'on travaille avec du rotin, mais la vannerie, c'est très large, là. Comme la paille, c'est très large comme mot, là. La vannerie, on parlait justement avec Madame Lucie, on parlait de vannerie avec du papier. Alors, c'est avec des fibres, dans le fond, qu'on va travailler. La vannerie, c'est la technique, là. Alors, la vannerie, tous ces paniers-là, c'est fait avec du rotin, mais ça aurait pu être fait avec de l'osier, comme je vous le montrais tout à l'heure. Ça, c'est de l'osier, mais c'est la même technique. Avec du papier, je suis curieuse, vous pouvez faire des paniers avec du papier, par exemple? Oui, il faut tailler nos lisières, là, puis c'est ça, on peut faire les techniques, les techniques de base sont toujours les mêmes, c'est ça. C'est toujours par-dessus, en dessous. Ça peut pas toujours ça. Maintenant, ça peut être en dessous de 2 brins, en dessous de 3 brins, ce qui va donner des chevrons ou des motifs. Là, ouais. Super intéressant. Oui. Alors, on va faire un dernier tour de questions. Si vous voulez intervenir, ça peut être un commentaire aussi sur la présentation. S'il y a une chaise que vous voulez qu'on vous montre plus précisément, je ne sais pas si vous voyez l'ensemble des chaises. Jacques nous a amené beaucoup d'exemples, puis Lucie aussi de Métiers et Traditions. Alors, on a la chance de partager avec vous quand même plusieurs textures et plusieurs meubles. Bien, je peux vous poser la question, Jacques. Celle-ci, en fait, ça se destine à un dosseret, si je comprends bien? Celle-ci qui est sur surtout, ça va servir surtout pour des dossiers ou des dessus de table. OK. Ici, sur la photo, je ne sais pas si c'est bien comme ça, sur la photo, ici, c'est un dossier de chaise. Alors, le début du tressage se fait à partir du centre. Alors, il faut centrer notre pièce ici, de haut en bas. Alors, alors, moi, mon cercle est ici. Alors, les trous sont faits en fonction du canage. Alors, il faut d'abord centrer notre pièce là, pour qu'elle soit bien au centre. Puis après, bien là, on applique les techniques de tressage pour pouvoir faire le motif. C'est très intéressant. Puis lui ici, on peut... le canage, là, on a parlé de canage un peu tout à l'heure. Alors, vous avez ici quelque chose de particulier, mais vous avez dans le canage plusieurs autres techniques, dont une que j'ai oublié d'apporter une photo. C'est, au lieu d'être soit le 6 côtés, là, comme le tressage régulier, ou comme celui-là, c'est comme une marguerite, moi, je dirais. Ça fait l'effet d'une marguerite. Alors, c'est comme des pétales de marguerite ça vient se croiser dans un centre. Là. Alors, c'est un motif, mais dans le canage, il y a d'autres motifs. Super. En tout cas, cette pièce-là, elle est vraiment superbe. Hein? C'est vraiment beau. Oui. Super. Donc, dernier rappel pour des questions ou commentaires.
Juliane aussi, Lucie, si vous avez des questions. Moi, j'aimerais bien revoir celui, c'est comme le foin de mer, mais c'est pas en pointe. Celle tout en avant, la pointe est comme, c'est pas en pointe. Ouais, celle-là, c'est une autre technique. C'est comme, faut changer de direction à un moment donné. OK, alors c'est presque la même technique que le tressage en pointe. La fibre, au lieu d'être du foin de mer, c'est un torron de papier ou une corde de papier, si on peut dire, là, du papier twisté, si vous voulez. Les couleurs, ça a été fait au petit pinceau par après. Mais la technique est la même. On commence dans un coin, puis on s'en va comme ça, on fait le tour, mais c'est qu'on avance en avant plus rapidement. Ça veut dire qu'au lieu de... Quand mettons, le départ se fait ici, on fait le tour ici, on s'en vient ici, et au lieu de retourner à l'arrière, comme la pointe régulière, on retourne de l'autre côté, puis on revient passer par-dessus ici. Alors, on continue comme l'autre technique ici, ce qui fait la pointe en arrière, puis on recommence. Alors, on passe 2 fois ici, en avant. C'est ce qui fait avancer la partie ici plus rapidement que l'arrière. Alors, c'est ça que ça donne. Ça fait une assise aussi qui est beaucoup plus confortable qu'une pointe parce que c'est plus long. Alors, oui. C'est très beau. Merci. Merci. Alors, c'est des tressages, ça, qu'on a retrouvé sur des meubles scandinaves, entre autres. Je ne sais pas si mon micro est ouvert. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK. Moi aussi, je me suis inscrite à votre cours le 31. C'est quoi qu'on va faire exactement? Est-ce qu'on fait une pièce? Moi, mon conjoint m'a fait une chaise antique qui ressemble un peu à votre chaise brune au début. Est-ce qu'il est en avant-plan? Fait que, est-ce qu'on va apprendre des techniques, toutes des techniques, ou on choisit une technique puis on la fait durant la journée? Ou... OK. Alors, habituellement, les gens arrivent avec leur chaise qui est pas tressée, mais qui est prête à être tressée. Si vous voulez, une chaise avec des barreaux. Puis, habituellement, on présente 2 techniques, là, 2, peut-être 3, ça dépend. Là. Puis, chacun choisit sa technique. Moi, j'apporte le matériel en conséquence. Alors, lors de l'inscription, vous dites, bon, moi, j'ai telle chaise, puis je voudrais utiliser telle technique. Ça va me dire à ce moment-là quel matériau apporter, puis les outils, bon, tout le reste. Là. OK. Donc, mettons, je suis inscrit. Il va y avoir probablement une communication qui va se faire peut-être en septembre ou en octobre avec vous pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Oui, on va recommuniquer avec vous si vous êtes inscrite là pour vous demander ce genre de questions-là pour bien savoir qu'est-ce que moi je dois apporter puis vous, votre choix de motif. Okay. Est-ce que on va les voir? Est-ce que vous allez nous envoyer un document, mettons, avec différents motifs, différents matériaux? On peut dire, oui, je voudrais expérimenter ce motif-là, puis prendre, mettons, Question embêtante un petit peu, là. Je peux faire une technique, mais... Ouais, c'est ça, je pourrais pas, mettons, si vous êtes 6 ou 10 personnes, chacun peut pas faire sa technique parce que, bon, je pense pas que je vais être capable de toffer tout le coup parce que ça demande beaucoup d'attention, là. Mais mettons, je pense que idéalement, c'est peut-être d'abord, vous trouvez une chaise que vous voulez tresser et quitte à envoyer une photo au métier tradition, puis à ce moment-là, moi, sur le retour, je pourrais dire, oui, je peux vous suggérer telle technique ou telle autre, là. Parce que oui, j'en ai une, mon conjoint m'en a fait là, à la main. Fait pas d'outil électrique à l'ancienne, là, vraiment à l'ancienne. Okay. Mais je ne sais pas quelle technique ou quoi prendre. Là, fait que vous allez me donner des suggestions à ce moment-là. À partir de votre meuble, oui. Je peux vous aider, okay. Oui. Okay. Merci beaucoup, Josée. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui attendent votre cours avec impatience. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, oui. Bon, notre activité d'aujourd'hui tire tranquillement vers la fin. Je tiens à remercier chaleureusement M. Jacques Demers de sa présence. Oui, merci à vous aussi. Merci à Métiers et Traditions, Mme Lucie. Effectivement, merci beaucoup Lucie Gauthier de Métiers et Traditions. Merci à vous qui êtes venus à ce premier 5 à 7 Jason Patrimoine, donc qui nous a permis de voir là,
un grand éventail de techniques de rempaillage et de vannerie, donc vraiment très intéressant. J'espère que vous avez bien aimé, que vous avez appris de nouvelles choses. Et puis, je vous donne rendez-vous peut-être au prochain 5 à 7 Jason Patrimoine jeudi prochain. Et donc, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez rester un peu si vous avez d'autres questions. Mais on va terminer l'activité petit à petit comme ça. On va ramener les chaises à Québec ou chez Métiers et Traditions. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Merci à vous. Au plaisir. Oui. Merci. Très intéressant. Merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde.